Puisque les végétaux, en fait, ça tient beaucoup moins que la terre. Vous voyez comme mais ça a été une année assez difficile. Et donc forcément, ça a accéléré votre réflexion sur les solutions potentielles qu'il fallait trouver. Vous en êtes là. Alors la rénovation, de toute façon, elle est déjà en place. Parce qu'on est arrivé ici avec, il y a déjà un plan de transformation, donc c'est bien sur le terrain. Mais ça nous paraissait logique de faire un peu terre pour enlever. Si tout va bien, on fait un trou, on récupère l'eau de pluie. On espère que l'été va pas être pareil que celui de l'année dernière. Et on appelle la pluie. Cette solution de la mare réserve d'eau, pourquoi est-ce que vous l'avez choisie? Alors on a choisi cette solution, en fait on avait deux solutions. Fans de Cocoli sont encore sous le choc. C'est l'une de ces contrats, Gloria Tang, qui a le mieux résumé leurs sentiments dans un message publié sur les réseaux sociaux. Je cite, « Je n'arrive pas à croire qu'autant de douleur se cachait derrière ton sourire ». Cocoli souffrait de dépression. Depuis sa mort, les médias d'État chinois se sont concentrés du sujet de la maladie. Le China Times donne des conseils pour reconnaître ses symptômes. Le Times appelle à une évolution des mentalités et plus de soutien financier pour la combattre. Car les troubles psychologiques que en Chine, faiblesse personnelle, les préjugés ne manquent pas, mais les choses bougent petit à petit. Certains responsables du Parti communiste ont même osé aborder le problème après les confinements stricts pendant la période zéro Covid. C'est que l'offre médicale en Chine reste largement insuffisante. En 2019, Pékin a annoncé un objectif de prise en charge de 80% des personnes souffrant de dépression d'ici 2030. Mais 2 ans plus tard, on ne comptait toujours que 64 000 psychiatres pour 1,4 milliard de Chinois. Washington annonce la mort d'un chef du groupe État islamique tué par un drone américain dans l'est de la Syrie. L'État islamique a été battu officiellement en 2019, mais des cellules djihadistes continuent d'opérer en son nom dans la région. L'Union européenne et la Nouvelle-Zélande resserrent leurs liens. Bruxelles et le pays d'Océanie ont signé cet après-midi un accord de libre-échange. Il devrait entraîner une hausse de 30% de leur commerce bilatéral, cela d'ici 10 ans. Cet accord était en préparation depuis plusieurs années, Jean-Jacques Herry. L'accord signé aujourd'hui avait été conclu l'an dernier, fruit de 4 années de négociations parfois difficiles. Aujourd'hui, les deux parties saluent cette signature. À Bruxelles, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié le texte d'ambitieux et de très équilibré. Et côté néo-zélandais, le Premier ministre Chris Hipkins insiste sur les énormes avantages qu'il offre aux deux parties. Concrètement, l'UE est aujourd'hui le 3e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, qui exporte notamment du vin, des fruits et de la viande. Le commerce bilatéral entre les deux zones a représenté. Et peut-être que vous ignorez ce qu'est la K-pop, la musique pop le marché musical mondial. Et ce dimanche, le plus célèbre boys band de Corée du Sud, le groupe BTS, sort un livre, une biographie qui retrace le parcours des membres à l'occasion des 10 ans du groupe. Au-delà de la rubrique People, c'est un véritable phénomène de société. Correspondance à Séoul de Celio Fioretti. Un mois avant sa sortie, la très attendue biographie par le nombre de précommandes en ligne. Ce matin, les fans ont bravé la pluie pour se rendre en librairie, récupérer leurs commandes et faire leurs achats. Je pense qu'ils vendent beaucoup de livres. Dans mon cas, j'en ai déjà commandé un dans une autre librairie. Plus rapidement. Donc je suis venue ici en bus à l'ouverture pour en acheter un autre exemplaire. Véritable phénomène mondial, le livre est traduit en 23 langues. Pour acheter 2 exemplaires du livre, Une oreille à l'émission de Géraldine Mosna-Savoie sans oser le demander. Et si vous aimez la capitale de savoir, elle a été diffusée le 13 janvier dernier et c'est à retrouver évidemment en podcast sur le France Culture.
8 départements sont en vigilance orange, 3 pour les risques d'orage dans le nord-est. Il s'agit de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ensuite, 5 départements du sud-est sont en vigilance canicule. Il y a toujours les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Rhône. La Loire s'ajoute maintenant à la liste. Et tous ces départements seront rejoints demain par le Var et les Alpes de Haute-Provence. Sur le reste de l'Hexagone aussi, il fera chaud et sec. Les orages s'en vont. Soleil quasiment partout. Le thermomètre pourra atteindre les 26 à 30 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée par Caroline Beneteau, Alice Michaud et Florent Bujon à la technique. Il est 18h15, c'est l'heure de Super Fail, Guillaume Erner. Super fail. Parce qu'il n'y a pas de dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller, sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. C'est l'endroit où j'ai l'impression de quelqu'un. C'est cela, l'Internet intégré. Vous ne fixerez plus un écran, vous vivrez des expériences. Tout ce qu'on fait en ligne aujourd'hui, socialiser, travailler, aura l'air plus naturel et plus vivant. Il ne s'agit pas de passer plus de temps sur les écrans, on va juste profiter davantage du temps que l'on y passe. Les écrans ne peuvent pas communiquer toutes les connexions et les expressions humaines, comme la sensation de présence. Mais la prochaine génération d'Internet le pourra. C'est sur cet objectif que nous devons travailler. Une technologie autour des gens qui nous permet et d'interagir avec le monde. C'est ça, le métavers. Le métavers, le mot est partout. Depuis quelques mois, désignant une sorte de monde virtuel lancé par Meta, anciennement Facebook. Mais ce monde-là n'attire guère de monde. C'est un... C'est un pari qui va pas trop dans le bon sens. Meta se rassure à juste titre en disant que de toute façon c'est pas on va parier sur ça. Un peu de l'argent au moment où il commence avant de devenir rentable. Ce qui est sûr en tout cas, les 10 milliards de dollars investis par an dans le métavers, pour l'instant, 25 personnes d'ailleurs en temps réel qui vont rentabiliser ça. En plus qu'il n'y a pas encore de modèle économique, il ne peut pas gagner d'argent avec ce métavers. Et parallèlement, il y a eu la chute en fait, des activités de Facebook, Instagram, qui certes est à modérer, où on parle d'une chute pour un service qui de personnes, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Mais il y a quand même eu 700 milliards de dollars de pertes en valorisation pour le groupe Meta en Inde. C'est quand même immense comme perte, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui perdent. Donc dans tous les cas, il y a évidemment quelque chose à surveiller de ce côté, parce que par exemple, des réseaux sociaux concurrents comme TikTok, le réseau social chinois est en train de monter et de gagner beaucoup d'argent. Facebook, lui, est en train de se questionner sur sa stratégie moyen terme et sa stratégie long terme n'est pas en train de prendre. D'après des indiscrétions révélées par le Wall Street Journal, même les salariés de Meta n'ont pas du tout envie de passer du temps sur le métavers. Mais alors, pour expliquer ce désamour, y a-t-il un lien, par exemple, avec le graphisme peu sophistiqué de la plateforme? Figurez-vous que nous avons Ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est que virtuel, on ne se déplace pas avec. Donc du coup, la décision a été de ne pas mettre le genre de personnage.
ils vont durer 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, et voilà. Et ils vont toujours si ça va, pas plus, alors jamais d'intimité. Et ensuite, on fait des deals de plusieurs sortes. D'abord, on échange des informations. Ensuite, on essaie de donner des recommandations. Et puis finalement, si tout se passe bien, on va pouvoir concrétiser un vrai deal, c'est-à-dire une opération d'investissement entre un projet, lui qui porte le projet et l'investisseur. Mais bon, là, D'ailleurs, dans son livre, un des interviewés a une très belle formule. Il parle de la tolérance et il ajoute, je cite, la tolérance. Le nord de la Californie, ça fonctionne comme une plateforme où il y a plein de mouvements très différents et souvent très riches en culture. Et le Burning Man et cette espèce de buzz de carnaval. Oui, la signature est très claire de son affaire. Justement, signifier qu'il y a une grosse difficulté avec ça. Et, enfin, dans cette 1994, il s'appelait Faramous, Funny Guy. Enfin, il a adoré, il utilisait des hétéronymes, comme on dit. Et donc, il a quelque chose utilisé au cœur de son affaire. Et cette vie incroyable de Francis Picabia qui est le retour entre tout et d'aller plus que de retour même, entre toutes les formes, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, il n'y a pas une forme Picabia, il y a une multiplicité de formes. Le suivre c'est assez compliqué et c'est quelque chose de douloureux qui fait que c'est quelque chose.
Et donc, c'est ces ambiguïtés qui sont magnifiques pour ces ambiguïtés. C'est comment il passe effectivement de l'obscur au soleil en permanence et que sa vie est faite de cette tension. Et donc donc comme ça, ils sont la copie en fait, maintenant ils sont développés en fait, que ça soit les technologies, les interprètes, les gens sont tout est question maintenant. Ce qui est assez. On sait que dans sa période impressionniste, il ne peignait pas d'après motifs, il peignait d'après des cartes postales. Voilà. Dans sa période dite mécanomorphe, il peignait d'après des circuits, des gravures, des dessins mécaniques, etc., des revues scientifiques, etc. Dans la période de 30-40, dite des tableaux de charme, il peignait d'après des revues de charme, des revues érotiques. Donc il y a toujours chez Picabias... Alors, dans l'écriture, c'est un peu différent. Mis à part ces citations, ces détournements de son grand écrivain qui est Frédéric Nietzsche, il est quand même plus lui, d'une certaine manière, il est plus Picabia, je crois, dans son écriture poétique. D'ailleurs, il commence par écrire secrètement, ce qui dit bien aussi probablement ce qu'il lui accorde. Il met du temps, il commence à voir qu'il écrit vers 1914, il commence tout juste, puis la première publication c'est 17 ou 18. 18, oui, c'est les fameux, c'est d'ailleurs des publications magnifiques, c'est des poèmes et dessins de la fille née sans mère, et qui est quand même dédié à trois psychiatres. Alors ça, c'est quand même, ça commence, je dédie cet ouvrage à tous les docteurs neurologues en général, spécialement le docteur Collins de New York, Dupré de Paris et Braunschweiler de Lausanne. Alors c'est quand même déjà, ça annonce la couleur. Et c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il est moins ironique, peut-être, enfin qu'il est moins au deuxième degré dans sa poésie, que sa poésie est évidemment beaucoup moins parodique finalement, et beaucoup plus près du nerf, pour parler un peu à la manière d'Artaud, quoi. Alors, ce qui n'empêche pas, évidemment, enfin, il n'est pas une contradiction ni un paradoxe près, Picabia. Ce qui n'empêche pas d'écrire, par exemple, ou de dire en 23, dans un entretien qu'il donne à Vitrac, la poésie m'ennuie comme l'image de Dieu, comme les choses absolues. Et la même année, en 1923, un poème qu'il adresse à Breton, dans une sorte de poème, il écrit « Les poètes me font chier, espace imaginaire et impalpable, des images dans le ciel, les peintres me font chier, imagé sur la surface des images ». On notera qu'il commence donc bien par... Qu'est-ce que ça veut dire quand il écrit tout ça, au fond ? C'est simplement une manière de dire le statut, la fonction du poète, ou ce qu'il appelait des littérateurs, mais que, en fait, c'est pas pour autant que la question de la poésie est la même que celle de la peinture pour lui. Je pense qu'il a un rapport, là, à ce moment-là, critique avec André Breton, parce qu'en fait, l'histoire avec André Breton est géniale, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de... Une histoire ondoyante. Ondoyante, voilà, avec André Breton. Et je pense qu'André Breton se prenait vraiment pour un poète, et que lui voulait pas se prendre pour André Breton. Alors ça, c'est sûr que les pauses d'André Breton l'agaçaient, l'ont agacé jusqu'au bout, et pourtant, Dieu sait, c'est lui qui pourtant, quand il est mort, c'est lui qui fait un très bel éloge funèbre, André Breton. Mais donc, oui, je pense que c'est le côté poète avec un H presque, hein, qu'il est, je crois, enfin, il voulait pas, c'est un peu pareil pour la peinture, il détestait le côté lavalier.
En 1938, le divorce des époux Armstrong est enfin prononcé. Le troisième choc vient bien avant, mais ce divorce est un vrai coup de bois. Donc sa carrière lui. Elle ouvre un restaurant à Chicago en son nom par des études de mode dans lesquelles elle va exceller. Confectionner plusieurs costumes sur mesure pour lui, elle organise un défilé de mode à New York, mais humiliée par la presse après ce jour-là de bien vouloir jouer un blues, elle referme sa carrière. Et après plusieurs années de tournage, elle décide de se remettre à faire. Elle s'envole en tournée en Europe, où elle va trouver. Et en 1961, le label Universal Records lui consacre le 3e bonheur de la légende vivante de Chicago. L'île entre en studio, enregistre ce qui s'avérera être son tout dernier album. Symbole d'une ville divisée. De l'autre, les résidents historiques de San Francisco. Les salariés modestes, les salaires de l'industrie technologique. Les compagnies sont en train de transformer complètement ces communautés sans prêter attention à ce qui Olivier a recensé tous ces mouvements dans son enquête, donc il y a bien une critique. Là, externe, c'est une personne qui a fait ce faire à partir de l'extérieur à la tech, qui vient lui rappeler ses devoirs citoyens. Là, ce que j'ai évoqué, c'est plus une critique interne, une critique philosophique à des outils, le fait d'avoir consacré l'information à des études, et en même temps, face aux défis qui viennent, aux défis du XXIe siècle, on est un peu embarrassé. Les questions, je pense à l'opinion, je pense à la question des communs, je pense à la question des contradictions de ce qu'on appelle dans la psychanalyse l'extropisme, c'est-à-dire c'est de croire que les limites sont infinies, ou du moins qu'on trouvera des solutions pour échapper aux grands défis écologiques du temps. Là, je viens dégrainer quand même des problèmes à venir du XXIe siècle, sans même aborder la question de l'économie, savoir si l'économie finalement elle tend à transformer tout le monde en entrepreneur, à faire gagner du temps, à les coûts de communication, en même temps, qui va le profit? Est-ce qu'il est juste que Apple soit au sommet des valorisations boursières et pas un système plus juste, où c'est encore toute la question de la couverture des bref, de la manière dont la tech est organisée sur la question des technologies de communication sans prendre en compte la question de l'ingénierie. Ok, pour le dire autrement, véritable, c'est que la tech ne pense pas en termes politiques, au sens où faire de la politique, c'est pour une grande part faire de l'économie sociale, et pas simplement éviter les grands vides. Mais alors du coup, j'ai une dernière question pour Olivier. Est-ce que ça signifie que les gens ne sont pas sensibles à ces inégalités? Il y en a qui sont insensibles. Mais en fait, c'est des questions qui sont très problématiques parce que... Bonne fin d'après-midi. Et artistique. Les avant-gardes. Dans le très bon livre La tech dans la Silicon Valley refait le monde vient de paraître. C'est une seule. À la prise de son, c'était Jérôme Ragano et pendant un homme. Avec l'Orchestre National de France.
France Culture. Tout de suite, les masterclass. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'autres mondes sont accessibles. Durant tout cet exercice, les différentes facettes de l'imaginaire. L'imaginaire est à la source de la créativité politique, c'est banal. C'est même l'un des poncifs les mieux poncés. Il est propos, par exemple, de la créativité. La science est en effet souvent présentée comme un monstre froid, capable d'exorciser l'imaginaire, lui-même présenté comme une scorie encombrante, qui aurait trouvé la vérité de notre attention. Quand la réalité, quelle que soit la définition qu'on en donne, l'imaginaire des scientifiques n'est pas une fumée, mais au contraire, petit chef-d'œuvre. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Elle est même capable de s'approprier Sunshine of Your Love du mythique groupe de rock Cream qui réunissait Jack Bruce, Eric Clapton et Jim Morrison. On est quand même très loin de ses débuts au milieu des années 30 avec A Tisket, A Tasket aux côtés du batteur et chef d'orchestre. Pour cette clôture du festival de jazz nature de Juan-les-Pins 69, elle a, entourée d'une section rythmique de première catégorie, Tommy Flanagan, pianiste à son aise dans tous les contextes, est un accompagnateur hors pair, mais également un soliste de tout premier plan. Frank de la Rosa est un contrebassiste de redoutable efficacité, et Ed Pickford est un batteur de soutien irréprochable et au swing comme une autre. C'était précisément le 29 et c'est de nouveau ce soir dans les légendes du jazz sur France Musique.